أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيتها الأخوات أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, chers frères, assalamu alaikum. Alors tout d'abord, je voudrais remercier les organisatrices et les organisateurs d'avoir permis cette rencontre et qu'on puisse avoir un moment d'échange et de partage. C'est vrai que la question de la femme, elle est toujours très importante et on a souvent beaucoup de questionnements et c'est souvent un sujet très sensible dans nos communautés musulmanes. Donc j'espère, Inch'Allah, avec mon humble contribution, on va pouvoir partager des idées et pouvoir débattre sur cela. Donc je sais que la plupart, oui, il y en a beaucoup de vous qui me connaissez et je vois plein de visages familiers dans la foule et c'est la 7e fois, alhamdoulilah, que j'ai pu venir ici. Donc vous me connaissez beaucoup de vous me connaissent depuis que je suis toute petite. Donc oui, en effet, je suis la fille de Tariq Ramadan, mais je suis aussi Mariam. J'ai aussi une expérience et je veux vous partager pour commencer, vous dire un peu qui je suis et quel est mon parcours, donc mon parcours académique et aussi les différentes expériences que j'ai pu avoir à travers les voyages que j'ai pu faire avec ma famille. Donc comme Nushat vous l'a expliqué, j'ai vécu les 18 premières années de ma vie à Genève, en Suisse. Donc là, j'ai fait mes études primaires et secondaires et c'est vrai que j'étais vraiment dans un milieu où il n'y avait pas beaucoup de musulmans. J'étais une des seules voilées donc j'avais pas beaucoup d'amis musulmanes. Donc c'est vrai que ça aussi, ça m'a un peu... c'était une expérience. Ensuite, je suis partie vivre à Londres, en Angleterre, et c'est là où j'ai continué mes études universitaires. Et c'est vrai que là, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup plus d'amis musulmans, de copines musulmanes. Et c'est vrai que ça, c'était une expérience différente où, en fait, avec des amis, on vit notre islam avec beaucoup plus de force, vu qu'on est plus en groupe, on est mieux accompagné, etc. Et il est vrai que même si en Angleterre, c'est beaucoup plus simple d'être musulmane, on a accepté notre foulard, j'ai pu faire mes études et travailler en même temps. Il est aussi vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes avec le fait d'être une femme musulmane. Et c'est vrai que ces questionnements et ensuite le fait d'avoir eu la chance de beaucoup voyager, cela m'a aussi permis de rencontrer des femmes de différentes cultures et de me rendre compte qu'en tant que musulmane, tout dépend de la culture dans laquelle on est, de laquelle on vient. On vit des expériences, on ne vit pas forcément... Notre culture, en fait, joue un rôle sur la compréhension de l'islam et on vit souvent et parfois des injustices qui sont prônées au nom de l'islam. Donc c'est vrai que ces voyages et ces discussions m'ont aussi m'ont poussé à faire les études que j'ai continué à faire. Donc ensuite, je suis partie vivre 2 ans en Égypte. Là, j'étais dans une communauté donc majoritairement musulmane et c'est vrai que c'était une expérience différente. J'ai eu la chance aussi de vivre les révolutions ou les soulèvements qui se sont passés en Égypte. Donc là aussi, j'ai pu rencontrer des femmes musulmanes, activistes, militantes et qui se battaient pour des principes. Ensuite, je suis retournée en Angleterre où j'ai fait mon master en études du genre. Et là, je me suis spécialisée sur les femmes africaines. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de faire plusieurs voyages en Afrique et surtout au Mali. Donc ça aussi, ça m'a poussée dans mes recherches. Et là, ça fait depuis maintenant 5 mois que je suis à New York et que je travaille dans une association de défense des droits civils. Et là, par exemple, je suis beaucoup plus avec une communauté afro-américaine, africaine à Harlem, à New York. Et c'est vrai que là aussi, c'était un autre type d'enrichissement, d'autres rencontres. Et voilà un peu le bagage avec lequel je viens et mes expériences. Et j'espère, Inch'Allah, que depuis avec tout cela, vous pouvez un peu comprendre un peu qui je suis et d'où viennent mes idées, et en fait, ce qui me passionne, en fait, au fond, parce que, voilà, en tant que femme musulmane, on se rend compte que tout dépend de là où on va. On se rend compte que beaucoup de fois, il y a beaucoup de problèmes dans nos communautés face aux femmes.
et que, comme on le dit toujours, quoi, l'islam n'a pas de problème avec les femmes, mais c'est souvent la mauvaise compréhension des musulmans et qui fait que tous ces problèmes, qu'on puisse voir, qu'on expérimente tous ces problèmes en tant que femme. Donc je vais diviser ma présentation en 4 parties. Je vais essayer de regarder un peu les problèmes dont font face les femmes, ensuite les causes de ces problèmes, ensuite regarder un peu sur le terrain les différents mouvements qui ont été créés face à ces problèmes, et pour finir, vous donner un peu, pour finir voir un peu quels pourraient être nos engagements et quels seraient nos défis et que pourrions-nous faire en fait pour essayer de résoudre toutes ces causes de problèmes en fait. Donc, quels sont les problèmes auxquels font face les femmes dans nos communautés musulmanes? Donc, un peu à travers les discussions, les voyages, et ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un des plus grands problèmes qu'on remarque, c'est vraiment une différenciation dans la façon dont un traitement différencié dans l'éducation, que ce soit à l'intérieur de nos familles et à l'extérieur. Donc à l'intérieur de nos familles, on constate qu'on demande souvent à la fille beaucoup plus de tâches ménagères, qu'on la responsabilise beaucoup plus tôt et qu'on ne donne pas forcément la même éducation à nos filles qu'à nos garçons. Et à l'extérieur aussi, on voit qu'on pousse les hommes, on pousse nos garçons à s'éduquer, à aller beaucoup plus loin dans les études, et on met beaucoup d'importance sur l'éducation du garçon, mais pas autant en fait chez les femmes. Et souvent, et dans beaucoup de cas, en fait, les femmes, les jeunes filles s'éduquent et jusqu'à un certain âge, et au moment où elles se marient, elles abandonnent tout, ou elles restent, et elles ne continuent pas ses études. Et avec quelques discussions que j'ai pu avoir avec des sœurs ici à Maurice, on m'a aussi parlé du fait qu'à un certain moment, en fait, souvent des mères beaucoup plus âgées se rendent compte qu'à un certain moment, un salaire ne suffit pas dans la famille et qu'en fait, elles doivent reprendre leurs études, qu'elles ont dû arrêter à un certain moment car elles n'ont pas pu continuer, ou elles se sont mariées sans continuer leurs études. Et en fait, c'est un phénomène où on retrouve maintenant beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus âgées, qui sont obligées de reprendre les études, car elles se rendent compte qu'un salaire ne suffit pas et que c'est un devoir pour elles et qu'elles ont une obligation de reprendre les études. Il y a aussi un des autres problèmes qu'on peut voir, c'est la place donnée aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer. Donc, et ça, c'est pas seulement à l'île Maurice ou en Afrique ou en Europe. Moi, par exemple, ce que j'ai pu observer depuis l'Amérique, c'est qu'un des plus grands combats de ces organisations musulmanes ou organisations de femmes, c'est qu'en fait, elles se battent pour avoir, par exemple, des places dans les board committees des mosquées. Il s'avère que c'est souvent des hommes qui sont là. Et les femmes n'ont pas de place, et donc ça joue un rôle bien sûr sur la façon dont sont traitées les femmes dans les mosquées, les activités, les places qu'on donne aux femmes dans les mosquées. Et ici aussi, on peut voir le fait que pas toutes les mosquées offrent des places pour les femmes. Donc ça aussi, c'est un combat de fait de pouvoir avoir notre place pour qu'on puisse s'exprimer. Ensuite, il y a par exemple d'autres problèmes dont les femmes font face, c'est le droit à l'autonomisation, à être indépendante. Financièrement, on a souvent ce problème où les femmes ne sont pas financièrement indépendantes. Aussi, par rapport à mes voyages en Afrique, j'ai pu constater aussi le problème de la polygamie, en fait. Elle est souvent mal comprise et donc mal appliquée. Et les femmes ne savent pas forcément leurs droits et leurs devoirs, mais surtout leurs droits face à la polygamie. Et c'est très souvent, ou pas très souvent, mais souvent, on retrouve des problèmes face à la polygamie. Donc on retrouve plein d'exemples dans le Coran qui montrent bien que la femme et l'homme devant Dieu sont égaux. Nous sommes mentalement et spirituellement égaux. Nous avons les pratiques religieuses sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes et pour les hommes. Et nous avons plein d'exemples dans le Coran. Nous avons les versets qui commencent par Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhannas. Donc on voit très bien que le Coran parle aux hommes et aux femmes. Donc Ya ayyuhannas, ô vous les gens, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants. Donc on voit que c'est vraiment des versets qui sont pour les hommes et pour les femmes. Et donc les demandes et les pratiques religieuses sont identiques. Alors, comment expliquer en fait qu'on a un Coran et qu'on a le message de l'islam qui promeut et qui prouve le fait que les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu, et qu'en fait dans nos contextes et dans nos réalités ce n'est pas pareil. Donc là on peut quelques causes en fait qu'on peut identifier. Donc là j'en ai identifié 6 que je pense sont
les plus importantes et qu'on retrouve un peu partout. Donc, une des premières causes, c'est les interprétations des textes. Et si on prend par exemple les versets, par exemple, si on prend la violence faite envers les femmes, on a des frères qui au nom de certains versets, pensent que c'est islamique, par exemple, de pouvoir taper sa femme ou que la violence n'est pas contraire au message de l'islam. Mais en fait, on a tellement d'interprétations différentes et qui montrent bien qu'à aucun moment c'est islamique de pouvoir même lever le doigt ou lever la main sur une femme. Et dû à nos mauvaises interprétations qu'on en arrive à des points comme ça. Et on a l'exemple aussi du prophète. Donc on a le Coran et les exemples du prophète et la sunna qui montrent bien que le prophète à aucun moment n'a levé la main sur une de ses femmes. Donc comme j'expliquais, c'est vraiment une mauvaise interprétation des textes qui est souvent la cause d'un mauvais traitement ou d'une injustice faite aux femmes. Une autre problématique, une autre cause, c'est la question culturelle. Donc il arrive très souvent que des pratiques qui sont culturelles et qui sont tellement pratiquées et ancrées dans notre quotidien et dans les façons d'éduquer qu'on se rend plus compte en fait qu'il y a une différence entre ce qui est islamique et ce qui est culturel. Et là, je voudrais donner l'exemple de Zaynab radiallahu anha, la fille du prophète, qui elle, donc je vais raconter un peu l'histoire et après je vais vous expliquer pourquoi je raconte cette histoire. Donc Zaynab radiallahu anha était mariée avec Abu al-As ibn Rabia. Et en fait, au moment où les versets du Coran ont été révélés sur le fait qu'une femme musulmane ne pouvait pas être mariée avec un non-musulman, son mari n'a pas voulu se convertir. Et donc, elle l'a quitté avec ses enfants. Elle est partie vivre à Médine à côté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, à un certain moment, dans un des voyages d'Abu al-As ibn Rabia, sa caravane est interceptée par des compagnons du prophète. Et il est pris, et en fait, lui, il arrive à échapper. Et le seul endroit où il peut trouver refuge, c'est chez sa femme. Donc, ils sont séparés. Et donc, il va chez sa femme et Zaynab radiallahu anha le prend chez elle. Et le lendemain matin, la prière du Fajr, juste avant la prière, Zaynab radiallahu anha prend la parole. Donc elle se situe derrière les hommes dans la mosquée. Elle prend la parole et elle dit « J'ai libéré Abu al-As ibn Rabia ». Donc il faut savoir qu'elle dit qu'elle l'a libéré parce qu'il est en fait en otage, vu qu'il est chez les compagnons du prophète. Et donc la prière se termine et à la fin de la prière, le prophète demande aux autres compagnons s'ils ont entendu le propos de Zaynab. Et tous les compagnons répondent que oui, et finalement, ils décident de libérer Abu al-As ibn Rabia. Donc en fait, je prends cet exemple pour montrer que du temps du prophète, on peut voir que les femmes étaient dans les mosquées, les femmes étaient derrière, elles n'étaient pas déjà dans une salle différente, donc elles avaient une place dans les mosquées, qu'elles étaient là à l'heure du Fajr, donc même s'il ne levait pas juste jour, parce qu'on a certaines interprétations qui disent que les femmes peuvent sortir que quand il fait jour, donc là, on voit que les femmes étaient présentes. On peut voir aussi que Zaynab a parlé devant des hommes et qu'elle a donné son point de vue et que le prophète a pris en compte sa position et même qu'au final, Abu al-As ibn Rabia a été libéré. Donc je vous dis un peu ça pour montrer que des fois, on a des interprétations culturelles de certaines choses qui ne sont pas forcément islamiques. Et il faut qu'à un certain moment, en tant que femme, et même les hommes, en fait, c'est un travail des deux côtés, de vraiment comprendre notre religion dans ses principes et faire une différenciation entre ce qui est islamique et ce qui est culturel. Donc le troisième point, c'est la question des peurs. Donc il y a une peur par rapport à la société environnante et à cause de nos peurs, on passe souvent par des interdits. Et les femmes sont souvent au premier plan de ces interdits. Donc souvent, vu qu'on a peur de ce qui se passe à l'extérieur de notre communauté musulmane, de notre communauté, donc on pense que le fait de ne pas laisser nos filles sortir ou de les laisser à l'intérieur, ne pas qu'elles aient de vie sociale, on pense qu'en fait que c'est grâce à cela qu'on va réussir à préserver sa religion, à la préserver elle-même. Mais ce n'est pas toujours, malheureusement, c'est pas toujours l'effet désiré, car même à l'intérieur, on peut avoir on a tout ce que la sœur parlait, donc on a tous les réseaux sociaux, etc. Donc même depuis l'intérieur, on a accès à l'extérieur. Donc c'est pas forcément en étant à l'intérieur qu'on est forcément protégé. Une autre cause, c'est que les femmes sont peu impliquées dans le domaine religieux, malheureusement. Et cela, on le voit par exemple, comme je vous parlais juste avant, de la polygamie. Les femmes n'ont pas forcément toutes les connaissances de leur religion. Et en fait, elles subissent beaucoup et elles n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir en fait défendre certains principes qui ne sont pas forcément islamiques ou de la façon dont elles
elles sont exercées. Si par exemple on prend tout ce qui est polygamie, donc je me rappelle qu'avec pas mal de mes amies africaines, ouest-africaines, on parlait souvent de cela parce qu'il s'avère qu'en Afrique de l'Ouest c'est très répandu, mais que beaucoup de femmes en fait ne connaissaient pas leurs droits, ne connaissaient pas qu'elles peuvent être contre la polygamie, qu'elles peuvent l'écrire dans leur contrat de mariage, mais elles savaient par exemple même pas que c'était une des choses qu'elles pouvaient écrire dans leur contrat. Donc c'est vraiment aussi une problématique, c'est qu'on a une mauvaise connaissance de notre religion et de nos droits. On nous parle souvent de nos devoirs, mais pas forcément de nos droits. Une autre cause, c'est les jugements. Et malheureusement, en fait, nous qui devrions être une communauté de solidarité, on trouve que dans notre communauté, il y a souvent beaucoup de jugements, et même entre les femmes. Donc, et je pense qu'ici, il faut absolument développer une fraternité de sœurs, avoir des groupes de sœurs qui travaillent ensemble, qui se retrouvent dans la fraternité. Et c'est grâce à cela qu'on pourra avoir des communications et accepter nos différences. C'est vrai que si, par exemple, maintenant, on se retrouve dans des groupes de sœurs avec des voilées, des non-voilées, des femmes qui travaillent, des femmes qui ne travaillent pas. Et par exemple, le fait de pouvoir être avec des voilées, donc les non-voilés peuvent voir qui ont peut-être des stéréotypes sur les femmes voilées, qui sont peut-être trop renfermées, etc., peuvent avoir une autre vision. Et pour les femmes qui sont voilées, être en contact avec des femmes qui ne sont pas voilées, on peut se rendre compte aussi que ce n'est pas forcément le foulard qui détermine notre foi, qu'on peut être non voilée et très active, et qu'on peut être voilée et ne pas l'être aussi. Donc vraiment, ces échanges où, par exemple, des femmes qui travaillent, des femmes qui ne travaillent pas. Donc des femmes qui travaillent, par exemple, ne pas se sentir supérieures parce elles peuvent travailler, ou qu'elles sont dans le monde, elles sont plus dans le monde du social. Ou pour les femmes qui ne travaillent pas, de jalouser celles qui travaillent, etc. Donc c'est vrai que si nous sommes dans des groupes comme ça, des groupes de sœurs, on peut s'entraider, on peut accepter, et c'est apprendre à respecter nos différences. Donc une solidarité des sœurs, c'est vraiment ce dont on a besoin, et cela nous aidera aussi à puiser nos forces, à pouvoir être beaucoup plus fortes face à des adversités, si on sent qu'on a des gens qui nous supportent et qui soutiennent nos idées. Une autre cause, la 6e cause, je pense aussi que c'est le fait que les femmes reproduisent souvent le même système dans lequel elles ont éduqué, qui ne sont pas forcément une façon islamique. Et je veux dire par ici, on retrouve souvent dans nos familles une très grande différence dans la façon dont on éduque nos garçons et on éduque nos filles. Donc comme je disais un peu au début, on ne donne pas forcément, les tâches ménagères sont plus pour les filles, les garçons ne sont pas traités de la même façon, et c'est vrai que le fait de reproduire ce système, ça a un impact ensuite sur le genre de garçon qu'on va élever, le genre de garçon qui va devenir un homme, qui va devenir un mari, qui va devenir un père. Et en fait, on reproduit ce système qui passe de génération en génération. Il est vrai que pouvoir un peu changer cette façon dont les garçons sont éduqués, ça passe par la maman, ça passe par la mère, et ça commence depuis tout petit. Donc si le garçon, depuis le début, il voit par exemple que son père aide dans la cuisine, que son père est actif, qu'il aide sa mère, qu'il soutient sa mère dans ses décisions, etc., c'est vrai que lui-même, en tant que mari, il deviendra une personne qui aide beaucoup plus sa femme, et qui est un support, et en fait qui l'aide dans son cheminement aussi. Donc après avoir un peu regardé les causes de toutes ces discriminations, toutes ces injustices, ou toutes ces causes en fait où la femme n'a pas forcément tous ses droits, qu'a-t-on pu voir en fait comme mouvements qui ont essayé de parler de tous ces problèmes des femmes? Donc on peut voir que les discriminations et les injustices dont font face les femmes, ce n'est pas forcément et ce n'est pas seulement dans nos communautés musulmanes. Et on voit ça depuis l'histoire et depuis très longtemps, où les femmes, en fait, de toute communauté confondue, de toute tradition, religion, culture, etc., ont en fait vécu des injustices et se sont battues pour que leurs droits soient reconnus. Et on a donc des mouvements qui, depuis l'extérieur et depuis l'intérieur de l'islam, se sont battus pour les droits de la femme. Et je vais commencer par regarder un peu les mouvements extérieurs. Donc on a des mouvements qui se sont battus car les problèmes dont font face les femmes ne sont pas seulement islamiques. Et en Occident, par exemple, on a pu voir tout ce qui est le mouvement féministe.
Donc je sais que souvent on prend le terme féministe et on est souvent les poils s'irrissent et on a une connotation négative du terme. Mais en fait, ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il y a différents types de féminisme et on ne peut pas juste parler d'un seul féminisme. Et en fait, quel est le but du féminisme? C'est les hommes et les femmes ensemble qui se battent pour les droits de la femme. Et on peut voir qu'il y a eu différentes tendances. Et je vais prendre un exemple des black feminists des États-Unis. Et elles, en fait, c'est depuis l'intérieur du féminisme. Moi, je me suis rendu compte que pas forcément toutes les positions et toutes les prises de position et tout ce qui faisait partie du mainstream feminism était vraiment ce qu'elle ressentait, et elle trouvait que les injustices n'étaient pas forcément les mêmes. Les discriminations, les injustices qu'elle subissait en tant que femme noire n'étaient pas les mêmes. Donc elles, c'est vraiment depuis l'intérieur du féminisme qu'elles ont critiqué, qu'elles ont eu une construction positive du terme et du mouvement. Et donc elle disait qu'il n'y avait pas forcément que le fait d'être femme, on était discriminé, mais il y avait aussi qu'elles étaient noires. Donc il y avait différents types de discrimination qu'il fallait prendre cela en compte. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut se rendre compte qu'il y a différentes tendances du féminisme et qu'il y a des tendances du féminisme qui, même depuis l'intérieur et même depuis des références plus occidentales, qui se sont battues pour les droits de la femme et qui n'étaient pas forcément en accord avec tous les points et toutes les conclusions de ces féministes, mais qui travaillaient à cela depuis l'intérieur. On a aussi des femmes qui sont religieuses, et il est vrai que si on regarde l'histoire et l'historique du féminisme, il est vrai qu'il y a beaucoup de féministes. On peut prendre par exemple des exemples de Wollstonecraft aux États-Unis ou encore Simone de Beauvoir en France. Et c'est vrai qu'elle avait une vision négative du fait qu'elle disait qu'on ne pouvait pas être religieuse et être féministe, qu'il y avait en fait une contradiction du fait qu'on soit pratiquante, donc dans n'importe quelle religion, elle ne visait pas forcément l'islam, mais qu'on soit religieuse et féministe. Et donc là, en fait, c'est aussi il y a eu toute une tendance à l'intérieur du féminisme de femmes pratiquantes et religieuses qui se sont battues en fait en tant que féministes et qui disaient qu'il n'y avait pas de contradiction à être religieuse et à défendre les droits des femmes. Donc je vais revenir un peu sur cela un peu plus tard, car je vais aussi vous parler des mouvements qui, depuis l'intérieur de l'islam, se sont battus pour les droits des femmes. On a par exemple le mouvement réformiste qui est dans la lignée d'Abdullah ibn Mas'ud, un des compagnons du prophète, et qui a ensuite traversé les âges comme Ghazali, et ensuite au XIXe siècle avec Al-Avrani, Mohammed Abdou, Rashid Rida, et ensuite Hassan al-Banna, qui eux prenaient un retour en fait aux sources de l'islam, c'est-à-dire revenir au Coran et à la Sunna et avoir une interprétation du Coran et de la Sunna, et de s'éloigner en fait de certaines interprétations qui étaient trop influencées par la culture. Et donc en fait vraiment l'importance de revenir à une interprétation pure et qui était en phase avec le contexte. Donc ces réformistes se basent sur le fait que le message de l'islam est universel et applicable pour tous les temps, et le fait que nous devons aussi prendre en compte notre contexte lorsque nous essayons de comprendre et d'appliquer les textes. Donc nous avons par exemple Mohammed Abdou qui lui a travaillé sur différents versets qui étaient liés à la polygamie, et lui en fait en essayant de les comprendre et en les recontextualisant, il en arrivait à la conclusion que la polygamie était acceptée seulement dans des circonstances spécifiques. Donc c'est vraiment revenir à la source, donc revenir au Coran, à la Sunna, et de l'interpréter de notre contexte, car l'islam est un message universel et atemporel. Nous avons aussi par exemple Hassan al-Banna qui lui en Égypte a créé et a vraiment a créé des écoles pour les femmes, et qui lui mettait beaucoup d'importance sur l'importance que les femmes devaient avoir dans l'éducation. Il a créé plein d'écoles pour les femmes et même contre l'avis de certains chiours d'Al-Azhar. Donc lui vraiment c'était l'importance qu'il fallait vraiment que les femmes soient éduquées dans nos communautés musulmanes. Nous avons aussi des mouvements pour les droits des femmes, pour les femmes, mais à l'intérieur des références islamiques. Donc une des femmes par exemple les plus connues en Égypte était Zainab el-Ghazali, qu'elle a travaillé vraiment, et plus récemment nous avons Hiba Raouf Aizet, qui elles sont des femmes qui viennent du mouvement réformiste et qui ont poussé le réformisme sur la question des femmes. Et je vais aussi vous parler d'un autre mouvement de femmes qui se mobilisent pour relever les défis de leurs époques, tout en étant fermes avec leurs principes religieux.
Et c'est au nom de l'islam et au nom de cela qu'elles se battent pour la défense des droits des femmes. Donc c'est pas en désaccord avec leurs principes, mais c'est vraiment au nom de l'islam qu'elles sont poussées à se battre et à défendre les droits des femmes musulmanes. Et ces femmes travaillent sur deux principaux domaines. Donc le premier domaine, c'est une réinterprétation des textes avec une approche beaucoup plus féminine. Et je veux dire par là que quand on lit le Coran, c'est comme on le dit, c'est comme un miroir en fait. On lit le Coran et ça reflète notre... et le miroir est un reflet. Et c'est vrai que comme c'est un miroir, une femme et un homme ne se projettent pas pareil. Et c'est vrai que nous avons besoin d'un regard beaucoup plus féminin sur les textes. Et il est vrai que 98% des interprétations que nous avons pu avoir sont faites par des hommes. Et donc les hommes et ces ulama, bien qu'ils aient des intentions pures, mais il est vrai que leur contexte et leur culture jouent un rôle sur la façon dont ils interprètent ces textes. Et eux, ils ont une relation avec des femmes qui sont plus leur mère ou leur femme ou leur sœur ou leurs épouses, mais pas forcément, on n'a pas forcément une approche de femme en tant que femme, d'une femme qui parle par exemple de la femme dans sa quête spirituelle ou dans qui parle de dans sa quête spirituelle ou qui parle de sa stabilité, de son autonomie. Et voilà un des domaines sur lesquels ces femmes travaillent. Je prends ici un exemple d'une des organisations qui est basée au Maroc. Et ces femmes, en fait, travaillent sur une réinterprétation du texte avec une approche beaucoup plus féminine. Mais cela ne veut pas dire que c'est les femmes toutes seules contre les hommes. Bien sûr que non. Quand je parle d'une interprétation plus féminine avec une approche plus féminin, c'est vraiment les hommes et les femmes ensemble qui travaillent sur cela. Et si je prends l'exemple de ces organisations au Maroc, elles travaillent avec des ulama, donc avec des hommes aussi, pour avoir une approche, pour qu'on puisse incorporer une approche plus féminine des textes. Et un des autres domaines de travail, c'est les sciences sociaux, donc les sciences sociales, pardon. Donc si je prends mon exemple personnel, donc moi j'ai fait mes études dans études du genre, donc gender studies. Et c'est à la lecture des textes que je me suis rendu compte, et là, donc par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé, on travaillait beaucoup sur le féminisme, donc on travaillait sur les différents mouvements de femmes, et à un certain moment, on a commencé à parler du féminisme, on a regardé un peu l'historique du féminisme, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas en contradiction avec ma religion, que la base du féminisme, qui est une défense des droits des femmes, donc les hommes et les femmes ensemble pour une défense des droits des femmes et promouvoir les droits des femmes, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas en contradiction avec mes principes religieux. Et c'est en fait, en continuant mes lectures que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi tout un mouvement de femmes qui, au nom de leurs principes religieux et qui, au nom de leur islam, promouvaient le fait qu'on pouvait être féministe et qu'on pouvait être musulmane en même temps et défendre ces principes au nom de notre religion. Donc, et c'est là où je me suis identifiée avec ce mouvement qui concilie une identité musulmane tout en défendant les droits des femmes. Et c'est au nom de ce message de l'islam qu'elles font ce travail tout en étant bien sûr fidèles aux principes islamiques. Donc certains ont appelé ce mouvement féminisme islamique et d'autres ont préféré ne pas utiliser le terme. Donc on respecte bien sûr les femmes et celles qui préfèrent ne pas utiliser le terme, mais je pense que le plus important, au lieu de s'attarder sur des définitions ou sur comment on pourrait label ou comment on pourrait parler de ce mouvement, le plus important vraiment c'est de voir quels sont nos buts et quels sont nos objectifs, et qu'au final c'est vraiment au nom du message de notre religion et au nom de nos principes religieux que nous battons pour ces droits des femmes qui sont malheureusement... qu'il y a malheureusement une différence entre ce que le message de l'islam prône et la façon dont les femmes sont traitées dans nos communautés musulmanes. Et il ne faut pas se mentir, une femme, aussi motivée qu'elle soit, si elle n'a pas le support des hommes, si elle n'a pas le support de leur mari, de leurs frères ou même de leur père ou même de leurs frères, il est vrai qu'elles seront limitées dans ce combat et dans leur combat de leur résistance. Et nous avons donc besoin du support des hommes, qu'ils comprennent mieux leur religion et donnent plus de responsabilités à leurs femmes, à leurs sœurs, à leurs épouses ou mères, pour qu'elles soient beaucoup plus éduquées. Donc d'un point de vue, quand je parle d'éducation, je parle d'une éducation scolaire et bien sûr aussi d'une éducation religieuse. Nous avons besoin des deux pour que notre parole soit entendue. Et c'est en vue de tout ce qu'on vient de parler que je pense qu'il faut que la femme s'arme pour pouvoir faire face à tous ces défis.
Et c'est avec mon humble expérience personnelle et avec différentes discussions que j'ai pu avoir avec des femmes qui ont été des exemples pour moi, que je pense que certaines idées ou certaines choses qu'on devrait vraiment prendre en compte, donc je parle à toutes ces sœurs qui ne sont pas, à toutes nos sœurs qui ne sont pas encore mariées, et je pense que c'est très très important de bien choisir son mari en fait, et que tout se base vraiment sur la communication, et qu'il faut vraiment qu'on communique et qu'on ait des communications avec notre futur époux, notre futur conjoint avant le mariage, et comme on dit, donc better be safe than sorry, donc vraiment avoir une discussion sur tous les thèmes, jusqu'à parler de la violence. Qu'est-ce qu'il pense de la violence domestique? Qu'est-ce qu'il pense de l'éducation? Est-ce qu'il serait d'accord qu'on continue nos études? Ou pour toutes ces femmes qui ont des diplômes et qui ont été éduquées, est-ce que leur mari leur permettra de continuer si elles veulent travailler, ne pas être avec tous ces diplômes et finalement rester à la maison? Donc vraiment qu'on ait des discussions très importantes et sur tous les sujets. Et vraiment c'est très important cela avant de s'engager dans un mariage. Et c'est très important, on deviendra des mères, des épouses, des mères. Et c'est vrai qu'une femme qui est éduquée, qui est bien dans sa peau et sera un exemple pour ses enfants et pour les générations qui suivront, Inch'Allah. Donc c'est vraiment un message, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous devons travailler, qui est très important. Et bien sûr, pour toutes les sœurs qui sont déjà mariées aussi, c'est la façon dont on éduque nos enfants et surtout nos garçons, en fait. On parle souvent de la fille, mais l'importance qu'on donne à l'éducation de nos garçons. Et c'est vrai que le travail viendra aussi par nous de la façon dont on éduque nos garçons. Donc voilà un peu ma contribution. Je pense qu'on peut... Avant de commencer les questions et réponses, je vous annonce déjà que je ne suis pas une alima ou une sheikha, donc j'espère avoir qu'on puisse avoir des discussions entre nous sur peut-être parler de nos expériences et aussi si vous avez des questions sur les points dont je viens de parler. Et je voudrais finir par une citation de Malcolm X que j'aime beaucoup et qui dit « When you teach a man, you teach a community. When you teach a woman, you raise a nation ». Donc c'est vraiment nous avons un grand poids sur nous et il faut vraiment qu'on fasse face à ça et qu'on prenne nos responsabilités, car il est vrai que ça viendra beaucoup de nous les femmes. Inch'Allah. Merci. Alors, merci beaucoup, Maria. J'espère que nous en avons beaucoup profité et que moi, ce que je note, c'est qu'on peut être religieuse et féministe. Et bien, merci beaucoup. Donc, vous êtes invités à vous poser des questions si vous en avez. On a une question dans la salle. Donc je vais répondre aux questions où j'ai les connaissances suffisantes pour répondre. Donc il y en a pas mal ici là. Donc pour revenir à ta question, Yasmine, je pense que c'est toute une question d'équilibre en fait. Hein. C'est vrai qu'à un certain moment, comme tu disais, ça passe de la soumission à trop d'éducation et après au final où est le juste milieu. Donc je pense que c'est vraiment une question d'équilibre. C'est vraiment une éducation aussi au nom de nos principes. C'est pas seulement une éducation pour aller au plus haut de l'échelle, mais c'est vraiment en prenant en compte nos principes religieux. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir un juste équilibre. Après tout dépend des femmes et des personnalités et les buts dans la vie aussi, je pense. Il y a une question qui est sur What is the best dress code for the Muslim woman? Is hijab the headscarf enough? Donc on a en islam des critères sur les habits. Donc il ne faut pas que ça soit transparent, il ne faut pas que ça soit moulant, et il faut que ça soit modeste aussi. Et je pense que ça c'est aussi un des points que je voulais soulever, que j'ai pas forcément parlé dans la présentation quand je parlais des problèmes culturels. Mais je voulais aussi ajouter le fait que tout ce qui est culturel n'est pas forcément anti-islamique. Et c'est vrai que tout ce qui est dans notre culture et qui est en accord avec nos principes, si par exemple on prend la façon de s'habiller, donc on sait qu'on a des critères en islam, que comme je viens de dire, il ne faut pas que ce soit transparent, il ne faut pas que ce soit moulant, etc. Et si on a des habits par exemple, si on regarde ici, vous aimez les couleurs, vous êtes habillé avec différentes couleurs, etc. C'est vrai qu'un habit qui va venir d'Arabie Saoudite, ça ne sera pas forcément en accord avec... ce ne sera pas forcément la façon la plus modeste où vous pourrez vous habiller, dans le sens où vous allez attirer peut-être des fois plus de regards que si vous êtes habillé avec vos couleurs locales. Donc je pense qu'il faut prendre en compte les principes et savoir que pas tout ce qui est culturel est forcément anti-islamique.
la question que tu posais, je pense qu'en islam, on a la dot qui en fait vient de l'homme, mais qui vient pas de la femme. Donc ça, c'est pas une pratique islamique. Une autre question est qu'est-ce que la femme peut faire si le mari s'oppose, qu'elle continue ses études ou sa carrière? Donc là, en fait, on en revient aussi à la bonne compréhension de notre religion. C'est vrai qu'à un certain moment, il faut qu'on fasse comprendre à nos maris que ce n'est pas anti-islamique de travailler, que ce n'est pas anti-islamique de continuer son éducation, et même au contraire, on a le hadith qui dit talabul ilm faridatun li kulli muslim wa muslima. Donc c'est vraiment un devoir de la femme d'être éduquée. Donc à partir de hadith, à partir d'exemples du prophète alayhi salam, il est vrai qu'il faut que nous-mêmes nous soyons aptes à pouvoir répondre à ces questions, à pouvoir être aptes et avoir les arguments nécessaires pour défendre tout ce qui a trait à l'éducation et au travail. Je vais prendre une dernière. Vous nous avez parlé de la communication entre fiancés qui est très importante, mais il y a des gens qui disent que si l'homme respecte vraiment la fille, il attendrait après le nikah qu'il devienne son mahram pour pouvoir lui parler. Que pensez-vous de cela? Donc, je pense que c'est très important d'avoir aussi des communications avant le mariage, parce que il est vrai, on a beaucoup de cas en fait d'hommes qui changent totalement, qui ont des belles paroles avant le mariage et en fait qui changent après. Donc je pense que c'est très important d'avoir vraiment des discussions de fond avant le mariage. Donc on dit souvent il y a tellement de blagues etc. qui parlent de ça et qui disent vraiment qu'un homme dès qu'il est marié, il y en a beaucoup qui changent. Donc c'est vraiment important d'avoir des discussions de fond avant. Je pense que la communication est très importante. Donc voilà, je pense que... Donc faute de temps, on va